Je suis arrivé en retard au dîner de Noël chez ma fille, imaginant une soirée chaleureuse en famille. Mais lorsque j'ai poussé doucement la porte, mon gendre était en train de porter un toast. « Dieu merci, le vieux n'est pas venu », lança-t-il. « Espérons qu'il ait disparu pour de bon. » C'est ma fille qui rit le plus fort. J'ai refermé la porte sans bruit. Je me suis retourné et je suis parti. 1 heure plus tard, leur fête se transforma en cauchemar. Pour ceux qui en veulent davantage, un accès anticipé, des versions intégrales non censurées et des épisodes supplémentaires sont déjà disponibles via le lien. La circulation sur le pont principal de la ville était étouffante. Mes mains se crispaient sur le volant. La pluie martelait le pare-brise. Chaque goutte, une petite explosion contre le verre. 40 minutes de retard. Le compteur du tableau de bord brillait comme une accusation. 19h47. Les travaux avaient réduit le pont à une seule voie et apparemment tous les conducteurs de cette immense métropole avaient un endroit urgent où se rendre en cette nuit de Noël. Je jetai un œil sur la banquette arrière. 2 boîtes soigneusement emballées y reposaient, aux coins impeccables, dans du papier de luxe. L'écharpe en cachemire destinée à Valeria m'avait coûté 10 $ dans un grand magasin haut de gamme. Le whisky pour Armando, un millésime de 20 ans, avait atteint les 220 $. Des chiffres qui semblaient raisonnables quand je pensais à la famille, à la tradition, à honorer la mémoire de mon épouse défunte Marina. Marina aurait voulu que je continue à essayer avec Valeria, 3 ans après que le cancer me l'eût arraché, et je faisais ce qu'elle aurait souhaité, prendre soin de notre fille. Les versements hypothécaires, 2 400 $ chaque mois, viraient le premier du mois, aussi réguliers que l'aurore, pendant 3 ans. La maison que je les avais aidés à acheter, la fondation que je les avais aidés à bâtir. La circulation se dégagea enfin. J'accélérais sur le pont, les pneus sifflant sur le bitume mouillé. Le quartier de Valeria avait une allure parfaite. Chaque maison décorée, une lumière dorée se déversant par les fenêtres, des bonshommes de neige gonflables se balançant dans les jardins. Je me garai dans l'allée derrière plusieurs voitures que je ne reconnus pas. Des invités. Elle avait mentionné qu'elle inviterait des amis. Je vérifiais mon reflet dans le rétroviseur, lissais mon col, passais une main dans mes cheveux gris. Présentable, digne. Un père qui vient dîner chez sa fille. Les cadeaux semblèrent plus lourds en les portant sur le trottoir. À travers la fenêtre de façade, je voyais des silhouettes se déplacer. J'entendais des rires. Mon doigt s'approcha de la sonnette, puis se déplaça vers la poignée. Inutile de les faire ouvrir. J'étais de la famille. La porte s'ouvrit silencieusement sur des gonds bien huilés. J'entrai dans le vestibule et me figeai. La scène se reconstitua par fragments. La table de la salle à manger, à ma gauche. 8 personnes assises, des coupes de vin captant la lumière des bougies. Une dinde en centre de table. Des guirlandes suspendues le long du manteau de la cheminée. La vaisselle de mariage de Valeria, le service qui avait appartenu à Marina, que je leur avais offert lors de leurs noces. Le Malbec coûteux que j'avais envoyé le mois dernier. 3 bouteilles à présent, vides sur le buffet. La table de salle à manger que j'avais aidé Valeria à choisir dans ce magasin de meubles dans un quartier résidentiel. Personne ne m'avait remarqué. Tous regardaient vers le haut de la table où Armando se tenait debout. Coupe de vin levée. Visage rouge et jovial. Sa voix porta clairement. « Dieu merci, ce vieux n'est pas venu ce soir. J'espère qu'il a disparu pour toujours. Peut-être qu'on a enfin eu de la chance en ce Noël. » Les mots tombèrent comme des coups physiques. Je restais immobile, les cadeaux à la main, un fantôme assistant à ses propres funérailles. Quelqu'un, un homme que je ne reconnus pas. On peut enfin respirer. Une autre voix. Le plus beau cadeau de Noël de tous. Puis Valeria rit. Le rire de ma fille s'éleva au-dessus de tous les autres. Ce rire désinhibé dont je me souvenais depuis son enfance, sincère et débridé. Elle n'était pas mal à l'aise. Elle ne me défendait pas. Sa main cherchait appui sur la table, son visage rayonnant d'amusement, parfaitement détendu dans sa moquerie. Ma main resta sur la poignée de la porte. 3 secondes. 4. La pièce se flouta en périphérie, tandis que le centre restait net. Le visage suffisant d'Armando, le profil de Valeria, les coupes levées, la cruauté de gens qui se sentaient en sécurité entre alliés. Je refermai la porte. Pas un claquement, juste un doux déclic. Le chemin de retour vers ma voiture me parut plus long que l'aller.
Mes pieds avançaient mécaniquement, chaque pas mesuré. J'ouvris la portière arrière et posai les cadeaux sur le siège. Je ne les jetai pas, ne les écrasai pas. Je les déposai simplement avec une précision mécanique. L'écharpe en cachemire, le whisky onéreux, des chiffres que je regardais soudain d'un œil différent. Je m'installai au volant et ne mis pas le moteur en marche. La pluie continuait de tomber, plus douce à présent, presque tendre. Les lumières de Noël clignotaient aux fenêtres de toute la rue. Rouge, vert, blanc, bleu, des familles à l'intérieur. Probablement de vraies familles. J'ouvris l'application bancaire de mon téléphone. L'historique des virements se chargea. Des paiements mensuels remontant en arrière dans le temps. Chacun exactement 2400 $. Chacun libellé, aide hypothécaire. Décembre, novembre, octobre. Remontant à travers cette année, l'an dernier, l'année d'avant. Je fis défiler jusqu'au début. Décembre 2021, le premier virement, le mois après la mort de Marina, quand Valéria avait appelé en pleurant à cause d'une saisie imminente, quand être un bon père signifiait aider dans la mesure du possible. 86 400 $ au total. Le chiffre brillait sur mon écran. Je pris une capture d'écran, puis ouvris mes contacts. Ricardo décrocha dès la deuxième sonnerie. « Ricardo, j'ai besoin qu'on se retrouve demain matin, à la première heure. Tout a changé. » Il commença à poser une question, mais je l'interrompis doucement. « Demain matin. » Je raccrochai et restai assis en silence à 3 rues de chez Valéria. Je ne me souvenais pas d'avoir conduit jusque-là. Pourtant j'y étais, garé sous un lampadaire qui teintait tout en ambre. Les cadeaux étaient toujours sur la banquette arrière. La pluie s'était arrêtée. Quelque part au loin, des cloches d'église sonnaient. Je consultai l'application bancaire une dernière fois avant de la fermer. 86 400, dis-je à voix haute dans la voiture vide. Ni une question, ni une exclamation, simplement un fait qui allait définir tout ce qui suivrait. Le cabinet de l'avocat Ricardo occupait le 3e étage d'un immeuble rénové dans un quartier d'affaires. J'étais assis dans ma voiture sur le parking depuis l'aube, à regarder les fenêtres, à attendre. Quand sa Lexus argentée se gara à sa place réservée à 8h15, il me repéra aussitôt et marcha droit vers l'entrée sans les salutations habituelles. Il me connaissait assez bien pour reconnaître l'urgence déguisée en patience. Le cabinet était minimaliste, verre, acier et mur blanc, si différent de la maison chaleureusement décorée de la veille. Ricardo ouvrit la porte, alluma les lumières et me fit signe vers la salle de conférence sans prononcer un mot. Je portais une enveloppe Kraft que j'avais préparée pendant une nuit sans sommeil. « Café » demanda-t-il. « Non, merci. » Nous nous assîmes face à face à la longue table. J'ouvris l'enveloppe et commençai à disposer les documents avec la même précision que j'employais jadis pour organiser des plans. D'abord, les relevés bancaires, 3 ans de virements mensuels surlignés en jaune. Ensuite, les emails imprimés de décembre 2021. Des captures d'écran de messages, le tout classé par date avec des intercalaires séparant nettement les catégories. Ricardo chaussa ses lunettes de lecture et entreprit d'examiner les pièces. Il avait 52 ans. Il gérait mes affaires juridiques depuis 15 ans. Planification patrimoniale, contrats commerciaux lors de ma carrière d'architecte, le testament de Marina. Il comprenait comment fonctionnait mon esprit. « Raconte-moi ce qui s'est passé », dit-il. Sans lever les yeux des relevés, je lui relatai la nuit de Noël avec une précision clinique. La circulation, l'arrivée tardive, la porte entr'ouverte, le toast d'Armando, mot pour mot. Le rire de Valéria, le plus fort et le plus long. Ma sortie silencieuse. Aucune émotion dans la voix, rien que des faits. Séquence, preuve. Ricardo posa les relevés et saisit le fil de courriel vieux de 3 ans. Il avait tout l'échange imprimé. Il lut à voix haute « Je t'aiderai avec l'hypothèque jusqu'à ce que tu sois financièrement stable. C'est un soutien temporaire. » Il me regarda, puis lut la réponse de Valéria. « Merci, papa. Nous te rembourserons dès que nous le pourrons. » Il retira ses lunettes. Ça change tout dans cet état. Cela établit une intention de prêt, non de donation. Combinée à votre documentation de paiement, aux virements étiquetés, à la mention explicite d'un remboursement,
c'est recouvrable. Quelle est la procédure? Lettre de mise en demeure formelle. Délai de réponse de 60 jours. S'il refuse de payer ou ignore la demande, on dépose une plainte au tribunal de circuit pour rupture de contrat. Avec cette documentation, vos chances de succès sont excellentes. Je pris des notes de mon écriture petite et précise. Calendrier. La lettre de mise en demeure rédigée aujourd'hui, envoyée en recommandé demain. Ils auraient 60 jours pour répondre ou convenir d'un remboursement. En cas de refus, dépôt de la plainte. Délai habituel, environ 90 jours. Coût, 5 000 $ de provision. Si l'affaire va en procès, entre 10 000 et 15 000 $ au total. Mais c'est le pire scénario. La plupart des litiges de prêts familiaux se règlent une fois que les défendeurs réalisent que la documentation est solide. Il marqua une pause. « Hector, tu es sûr? C'est ta fille? » « Tout à fait. » Il ne posa plus la question. Nous passâmes les 2 heures suivantes à construire la stratégie. Ricardo chercha les statuts révisés de l'État sur son ordinateur, lut à voix haute des sections portant sur les accords verbaux et écrits, sur l'exécution des prêts familiaux, sur les exigences documentaires. Nous rédigeâmes ensemble la lettre de mise en demeure, formelle, précise, sans la moindre place à l'interprétation. Lorsqu'il fit glisser le contrat de service à travers la table, j'examinai soigneusement la structure des honoraires avant de signer. Ma signature fut ferme. Je rédigeai un chèque de 5 000 $ sans hésiter. Un investissement dans la justice, non dans la vengeance. La lettre de mise en demeure sera prête pour votre relecture cet après-midi, dit Ricardo, tandis que je me levais pour partir. Le recommandé part demain matin. Nous nous serrâmes la main. Sa poignée était ferme, professionnelle, scellant un contrat que nous comprenions tous deux. Je roulai jusqu'à un café populaire et m'installai dans un box côté fenêtre pendant 1 heure. Le café refroidit sans que je le touche. Dehors, les gens vaquaient à leurs occupations post-Noël ordinaires. Retour d'articles, dépenses de cartes cadeaux, vie menée sans complications. Je les observais tout en assimilant ce que j'avais mis en branle. La fille que j'avais élevée était désormais officiellement une adversaire dans une procédure judiciaire. La maison que j'avais contribué à acheter était à présent une garantie dans un dossier de recouvrement de dettes. La famille que j'avais protégée était maintenant la partie adverse. Je rentrais chez moi, tandis que la lumière de l'après-midi déclinait vers le crépuscule. Mon salon avait exactement le même aspect qu'au cours des 3 dernières années. Les mêmes meubles, les mêmes photos sur le manteau de la cheminée, le même silence. C'était ici que Marina était décédée, qu'étaient devenues et reparties les infirmières en soins palliatifs, que j'avais tenu sa main durant ces ultimes heures. C'était ici que j'avais décidé d'aider Valeria avec la maison, parce que c'est ce que fait une famille. Mon téléphone sonna à 18h30, le nom de Valeria sur l'écran. Je le laissai sonner 4 fois avant de décrocher. Chaque sonnerie augmenterait légèrement son anxiété. Une petite recalibration du rapport de force. « Allô, Valeria ? Papa, pourquoi tu n'es pas venu dîner hier soir ? On était très inquiets. Armando allait vérifier dehors. Il pensait que tu avais peut-être eu un problème avec ta voiture. On t'a gardé une assiette ? Quand est-ce que tu peux passer la prendre ? » Sa voix suintait une fausse inquiétude, une manipulation douce comme du miel. Elle ignorait que j'avais tout entendu. Ses mensonges étaient réflexes, automatiques, polis par des années de pratique que j'avais été trop aveugle pour remarquer. J'avais des affaires à régler. Tout va bien. Pause. J'entendis sa confusion. Bon, d'accord. Mais concernant l'assiette ? Non, je n'en aurai pas besoin. Donne-la ou jette-la. Pause prolongée. Oh, d'accord. Bon, on planifie aussi le dîner du Nouvel An. Le même groupe, peut-être quelques personnes de plus. Tu peux venir ? Vers 18h peut-être. J'ai des projets. Restons en contact par téléphone pour l'instant. Papa, tu vas bien ? Tu as une voix différente. Oui. Au revoir, Valeria. Je raccrochai et posai le téléphone. Distance professionnelle, sans émotion, sans explication. La laisser se demander, la laisser s'inquiéter. La lettre de mise en demeure arriverait dans 2 jours et fournirait toutes les explications nécessaires. Je me levai et m'approchai du manteau de la cheminée, soulevant le portrait encadré de Marina.
Ce fut le seul moment où mon calme se brisa, en privé, là où personne ne pouvait voir. « Pardonne-moi, ma chérie, » dis-je à son image. « J'étais aveugle. J'ai laissé notre fille devenir quelqu'un que tu ne reconnaîtrais pas. J'aurais dû voir ça avant, mais je vois clairement maintenant. Non pas une question, une déclaration, une promesse. » Je reposai soigneusement le portrait. Je l'alignai précisément avec les autres et regagnai mon fauteuil. Quelque part dans le sud de la ville, Valeria était probablement en train d'appeler Armando, déconcerté par l'étrange ton de son père. Ils en discuteraient avec du vin, le mettraient sur le compte de la mauvaise humeur d'un vieil homme et reprendraient leur soirée. Il leur restait 2 jours de tranquillité avant que la lettre recommandée n'arrive. 2 jours avant qu'ils découvrent que 86 400 $ ne disparaissent pas simplement parce qu'on souhaite l'absence du créancier. Mon téléphone vibra sur la table basse. Le nom de Valeria illumina l'écran, puis s'éteignit. 3 minutes plus tard, il revibra. Armando cette fois, puis Valeria, puis Armando. C'était la veille du Nouvel An, et j'étais assis dans mon fauteuil à regarder l'écran traverser sa détresse. Par ma fenêtre, des voisins tirèrent des feux d'artifice, de brèves rafales de rouge et d'or contre le ciel hivernal, de courtes célébrations qui se dissipaient en fumée. J'avais passé la semaine depuis ma rencontre avec Ricardo à vivre normalement. Courses au supermarché local, lecture, promenade dans le quartier, préparation mentale à ce qui allait venir. La lettre recommandée avait été expédiée le 30. Livraison sous 2 jours. Signature requise. Ricardo avait fourni la confirmation de suivi. Le 2 janvier serait le premier jour ouvrable après les fêtes. C'est là qu'elle arriverait. C'est là qu'il comprendrait. Mon téléphone vibra encore 2 fois avant minuit. Puis il se tut. Le lendemain s'étira. Je nettoyais la cuisine, rangeais mon bureau, m'occupais à des tâches ordinaires de samedi. L'information de suivi se mit à jour à midi. En livraison. À 14 heures, mon ordinateur portable émit un signal pour le courriel de confirmation. Livré, signé par AES. Je le transférai à Ricardo avec une seule ligne. Livré et signé. Puis je fermai l'ordinateur portable et sortis me promener dans le quartier. Les rues étaient calmes, tout le monde dormant après les festivités. Je marchais pendant 1 heure, respirant l'air froid, ne ressentant rien d'autre qu'une étrange sérénité. Mon téléphone explosa à 14h17. J'étais de retour chez moi à prendre un café à la table de cuisine quand l'écran commença à s'allumer en succession rapide. Valeria, Valeria, Armando, Valeria, Armando, Valeria, Valeria, Valeria. 8 appels en 11 minutes. Je les comptais en sirotant mon café, regardant l'écran pulser de panique. Puis, les messages commencèrent. « Papa, je viens de recevoir une lettre d'un avocat. S'il te plaît, appelle-moi. Ce doit être une erreur. » Je pris une capture d'écran. Message suivant. « Il faut qu'on parle maintenant. C'est insensé. » Capture d'écran. « Papa, s'il te plaît, il faut qu'on parle de ça. Tu ne peux pas simplement m'ignorer. » Les messages s'accélérèrent, le ton changeant à chaque fois. La confusion laissa place à la colère saignant dans le désespoir. Je les lus tous attentivement, notant la progression, les tactiques de manipulation, l'absence de toute excuse sincère. Toujours centré sur mes actes, jamais sur les leurs. C'est cruel. Comment peux-tu faire ça à ta propre fille, après tout ce qu'on a traversé? Capture d'écran. Très bien, sois comme ça, mais tu détruis cette famille. J'espère que tu pourras te regarder dans le miroir. Je les laissais décanter. Je laissais les heures passer. Je préparais le dîner. Blanc de poulet, légumes rôtis. Rien de sophistiqué. Je mangeais lentement, lavais la vaisselle, l'essuyais, rangeais tout à sa place. À 18h30, je rédigeais ma réponse. J'en écrivis plusieurs versions, les effaçais. Trop émotionnelle, trop longue, trop explicative. Je me décidai finalement pour l'essentiel. Toutes les questions à mon avocat, coordonnées dans la lettre. 10 mots. J'appuyai sur envoyer et éteignis immédiatement mon téléphone. Je n'avais pas besoin de voir sa réponse. Le message était d'une clarté parfaite. La relation qu'ils avaient tenue pour acquise n'existait plus. Le père dont ils s'étaient moqués était désormais le créancier auquel ils allaient devoir faire face.
Ce soir-là, je me tins dans mon bureau à regarder le mur de photos de famille. Valéria enfant, sur mes épaules aux os. Sa remise de diplôme du lycée, la toque de travers. Le jour de son mariage, moi la conduisant à l'hôtel, tandis que Marina s'essuyait les yeux. Mon épouse apparaissait sur presque tous les clichés, souriante, rayonnante, fière de la famille que nous avions bâtie. Je ne retirai pas les photos. Elles faisaient partie de l'architecture de ma vie. La fondation avait été réelle, même si la structure élevée au-dessus s'était révélée instable. Le lendemain, le compte à rebours légal de 60 jours commencerait. Le lendemain, il comprendrait que certaines choses, une fois brisées, ne peuvent pas se réparer. J'éteignis la lumière du bureau et allai me coucher. Dehors, quelques feux d'artifice tardifs éclatèrent au loin. Nouvelle année, nouvelle réalité pour nous tous. Le cabinet de l'avocat sentait la vieille moquette et le désespoir. Armando était assis face à un homme d'une 50aine d'années, arborant une cravate tachée de café, qui lisait les documents avec une sévérité croissante. 5 jours s'étaient écoulés depuis l'arrivée de la lettre de mise en demeure. Armando les avait passés à chercher sur Internet des formules comme « contester prêt familial » et à lire des fils de forums de gens qui avaient réussi à éviter leurs dettes. Il s'était convaincu que mon dossier était fragile. J'appris tout cela plus tard par Gaël, mon petit-fils, qui maintenait le contact avec les deux camps malgré la division croissante. Il avait 23 ans, travaillait dans la tech, possédait ce genre d'intelligence vive qui lui permettait de percer à jour les faux-semblants. Il avait entendu la version de sa mère sur la consultation juridique et compris assez de choses pour savoir que je voudrais connaître les détails. L'avocat économique, dit Gaël, exerçait dans un centre commercial secondaire, entre un salon de manucure et un service de préparation fiscale. Il avait tout examiné, le fil de courriel, les relevés bancaires que j'avais joints à la lettre de mise en demeure, le timing, le langage, la documentation systématique. Eh bien, avait demandé Armando, attendant une validation. L'avocat soupira. « Monsieur Hiss, je ne vais pas prendre votre argent si je ne peux pas vous aider. Votre beau-père a un dossier solide. Des relevés bancaires montrant des paiements réguliers de 2 400 $ étiquetés prêt ou aide hypothécaire sur 3 ans. Une documentation par email établissant une intention de remboursement. L'État reconnaît les accords de prêts verbaux, surtout avec ce niveau de documentation. Vous pourriez vous battre, dépenser des milliers en honoraires d'avocat et perdre quand même. Vous devriez alors la somme initiale plus les frais judiciaires. Mais il n'a jamais demandé le remboursement. Pas une seule fois en 3 ans. L'avocat secoua la tête. En réalité, ça suggère de la patience ou de la confiance, ni l'une ni l'autre ne niant la structure du prêt. L'accord initial le qualifiait de soutien temporaire. Votre épouse a reconnu un remboursement futur. Le tribunal verra cela comme un prêt familial désormais exigé. Ça arrive. Armando quitta ce cabinet et appela Valéria depuis sa voiture. Gaël entendit ensuite le côté de la conversation de sa mère ce soir-là. « Il dit qu'on est foutu, lui dit Armando. Le vieux nous a tendu un piège. Tout est documenté, même cet email que tu as envoyé. » Quel email ? La voix de Valéria était devenue aiguë, apeurée. Celui où tu as dit « On te remboursera dès qu'on pourra ». Il y a 3 ans. Tu ne t'en souviens pas ? Silence. Elle s'en souvenait. J'appris que Valéria prit sa décision ce soir-là. Elle allait me tendre une embuscade en personne. Elle emploierait les tactiques qui avaient toujours fonctionné. Les larmes, l'invocation du souvenir de sa mère. Ce type particulier de manipulation émotionnelle qu'elle avait peaufiné pendant 35 ans. Elle connaissait ma routine. Je faisais mes courses dans un supermarché local tous les 2 lundis, généralement en fin de matinée. Elle avait grandi à 10 minutes de chez moi. Elle avait vécu dans le quartier toute sa vie. Certaines habitudes deviennent une connaissance commune au sein des familles. J'arrivais au parking à 10h52 le 2e lundi après le Nouvel An. La journée était froide, des nuages gris, une menace de pluie. Je me garais à ma place habituelle, près du retour des chariots, et j'étais à mi-chemin de l'entrée quand Valéria se plaça directement sur mon chemin. Je m'arrêtai sans reculer, sans créer d'espace pour une longue conversation. Je m'arrêtais simplement. Sac à provisions dans une main, clé dans l'autre.
Papa, papa, s'il te plaît, il faut qu'on parle. C'est insensé. Des avocats, des lettres légales. C'est moi, ta fille. On ne peut pas s'asseoir en famille et régler ça? Maman ne voudrait pas ça. Elle tendit la main vers mon bras, mais ne me toucha pas. Elle invoquait Marina, la manipulation ultime, celle qui avait toujours fonctionné. Ma fille est morte ce soir de Noël, dis-je. Ma voix était calme, objective. Le visage de Valéria blêmit. Quoi? Papa, Je t'ai entendu rire. J'ai entendu le toast d'Armando espérant que je sois parti pour toujours. J'étais dans l'embrasure de la porte. J'ai tout entendu. Le sac à provisions pendait à ma main. Banal, ordinaire, tandis que je prononçais les mots qui détruisaient la réalité qu'elle avait soigneusement construite. C'était une blague. Papa, c'était juste... Armando était ivre. On ne voulait pas dire... Je n'étais pas intéressé par les excuses. 60 jours. Papa, s'il te plaît, on n'a pas cet argent-là. Tu sais bien qu'on ne l'a pas. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Le tribunal. C'est ainsi que fonctionne la loi. Je la contournais et continuais vers l'entrée. Elle m'appela dans mon dos. Tu es en train de détruire nos vies. Je me retournai à moitié. Non, je recouvre ce qu'on me doit. Il y a une différence. Les portes automatiques s'ouvrirent. Je les franchis sans regarder derrière moi. Derrière moi, Valéria resta figée dans le parking. Une femme avec un chariot lui demanda si elle allait bien. J'entendis la question au moment où les portes se refermaient. Valéria ne répondit pas. Elle regagna sa voiture, s'installa au volant, et c'est seulement là que la pleine réalité de ce que j'avais dit pénétra le choc. Son père était là, dans l'embrasure de la porte, la nuit de Noël. Il avait entendu le toast d'Armando, entendu les rires, entendu elle, sa propre fille, rire plus fort que n'importe qui d'autre. Chaque appel inquiet depuis lors, chaque message demandant où il était, chaque expression d'inquiétude n'avait été que mensonge. Et il le savait. Il l'avait su depuis le début. Gaël me raconta plus tard que Valéria avait agrippé le volant et crié. « Pas de douleur, dit-il. De pure rage d'avoir été prise, de réaliser que son père ne pouvait plus être manipulé, de comprendre que 60 jours signifiaient exactement ce qu'ils indiquaient et que le compte à rebours tournait, qu'elle l'accepte ou non. Je terminais mes courses, épinards, poulet, pain complet, les choses ordinaires qui composent une vie. Je payais à la caisse, chargeais les sacs dans ma voiture, rentrais chez moi à travers l'après-midi gris. Ce soir-là, je repassais en revue mes registres financiers. Non parce que je doutais des chiffres, mais parce que les voir renforçaient le bien-fondé de ma décision. 86 400 $. 3 ans à sacrifier mon propre confort de retraite pour des gens qui portaient des toasts à ma disparition. Les chiffres ne mentaient pas. Le rire ne mentait pas. Il restait 47 jours. 3 semaines passèrent. Je les consacrais à réviser mes feuilles de calcul budgétaire, à me promener dans le quartier, à lire des livres que j'avais toujours voulu finir. Vie normale, délibérément entretenue. L'appel téléphonique de Gaël arriva un mardi après-midi alors que je classais mes documents fiscaux. « Grand-père, il faut que je te dise quelque chose ?» Sa voix avait cette tension particulière qui annonçait de mauvaises nouvelles. « Papa a appelé les gens du dîner de Noël. Il leur pose d'étranges questions sur toi. Si tu semblais oublieux, confus, ce genre de choses. Maman ne voulait pas qu'il le fasse, mais elle ne l'en a pas empêché non plus. Donne-moi un stylo. Merci de me le dire, Gaël. J'apprécie ton honnêteté. Tu vas bien? Je vais bien. Mieux que bien même. En fait, après avoir raccroché, je me servis un café et j'attendis. La situation financière était brutale et incontournable. Gaël avait évoqué leur dispute nocturne. Valéria criant sur leur solde bancaire, Armando insistant que je reculerais. Ils avaient quelques milliers de dollars d'économie. Ils devaient 86 400. La soustraction simple révélait leur désespoir. Les gens acculés ne capitulent pas. Ils attaquent. L'appel de confirmation arriva 2 jours plus tard, d'un ancien collègue. Quelqu'un s'est renseigné sur toi, demandant si tu semblais oublieux lors d'événements, si tu te répétais, si tu avais du mal à te souvenir des adresses. Je le remerciais et l'ajoutais à mes notes. Il construisait un faux récit, une manœuvre d'amateur, mais dangereuse quand même.
Je créai ce soir-là un document chronologique. Colonne gauche. Date de mes paiements hypothécaires à Valeria et Armando. Colonne droite. Événements importants de ma vie prouvant ma compétence mentale. Refinancement de ma propre maison, décision d'investissement complexe, travail de conseil après la retraite. 3 ans de preuve que j'avais été lucide, attentif, méthodique. La travailleuse sociale arriva un mardi matin, sans prévenir, sans rendez-vous. J'ouvris la porte et trouvai une femme d'une 40aine d'années, avec une tablette et une expression d'inquiétude soigneusement cultivée. « Monsieur Hector, je suis Marcela Pérez du Bureau des services de protection des adultes. Nous avons reçu un signalement concernant votre bien-être. Puis-je entrer ?» Je m'écartai. Je lui fis signe vers le salon. Mon café était déjà préparé. Mes documents déjà organisés sur la table de la salle à manger. « Monsieur Hector, pouvez-vous me dire pourquoi nous sommes ici aujourd'hui ? Mon gendre a déposé une plainte suggérant que je souffre de démence ou de déclin mental. Il l'a fait parce que je recouvre une dette familiale substantielle par voie légale. Il espère que me déclarer incompétent invaliderait la dette. Cela n'y changera rien, mais je comprends pourquoi il essaie. » L'expression de Marcela resta neutre, mais je remarquai un léger changement dans sa posture. Elle avait déjà entendu cette histoire. Une famille utilisant le système comme arme. L'évaluation prit 90 minutes. Compter à rebours depuis 100 par soustraction de 7. Dessiner un cadran d'horloge indiquant 15h15. Mémoriser 3 mots et les répéter plus tard. Nommer le président actuel. Le précédent. La date du jour. Je répondis correctement à toutes les questions. Avec calme. Sans hésiter. Le dessin du cadran était presque insultant dans sa simplicité. Je traçai un cercle presque parfait à main levée. Je positionnais les 12 chiffres avec précision. Je dessinais les aiguilles des heures et des minutes exactement à 15h15. 40 ans de dessin architectural rendaient cela trivial. « Vous avez une main ferme », remarqua Marcela. 40 ans de dessin technique. Certaines compétences ne s'effacent pas. Lorsqu'elle aborda les finances, j'ouvris mon portefeuille d'investissement sur mon ordinateur portable. 60% en actions, 30% en obligations, 10% en équivalent de liquidité. Rééquilibrage trimestriel selon les conditions du marché et ma tolérance au risque adaptée à mon âge, générant actuellement environ 78 000 $ de revenus passifs annuels. Marcela prit des notes. « Vous gérez ces comptes vous-même, chaque transaction ?» Je consulte les relevés chaque semaine, les documents fiscaux chaque trimestre. L'an dernier, j'ai généré 78 000 $ de revenus sur investissement et payé 14 200 $ d'impôts. Mon comptable s'occupe de la déclaration, mais je vérifie chaque chiffre. C'est plus que ce que gèrent la plupart des personnes de votre âge. Je me permis un petit sourire. L'expérience aide. Ces dernières questions sondèrent la situation familiale. Votre gendre dit que vous avez proféré des menaces, affiché une hostilité inhabituelle envers votre fille. Y a-t-il un conflit dans la famille ? Je ne mâchais pas mes mots. Oui, je les ai entendus se moquer de moi lors d'une réunion familiale, se réjouir de mon absence, espérant que je disparaisse définitivement. J'ai décidé de recouvrer l'argent que je leur avais prêté. Ce n'est pas de l'hostilité, ce sont des conséquences. Je fis glisser la lettre de mise en demeure à travers la table. Marcela la lut, puis elle ferma sa tablette. « Monsieur Hector, je ne vois aucun signe de déclin. Je vais clore ce dossier. » Après son départ, je restai assis en silence pendant exactement 5 minutes. Ils avaient vraiment cru que ça marcherait. Ils pensaient pouvoir me peindre comme un vieux homme confus ne comprenant pas ses propres décisions. C'est ainsi qu'ils me voyaient. Pas une personne, juste un obstacle. Un obstacle qu'ils pourraient supprimer avec des mensonges et des manipulations. Je pris mon téléphone et appelai Ricardo. « Ricardo, ils viennent d'essayer de me faire déclarer mentalement incompétent. Le bureau des services de protection des adultes est venu chez moi. Ça a évidemment échoué. Je ne suis pas incompétent, mais ça m'indique tout ce que j'ai besoin de savoir sur jusqu'où ils sont prêts à aller. » La voix de Ricardo fut sombre. « C'est excellent pour nous juridiquement. Cela démontre la mauvaise foi. Je l'ajouterai au dossier. Il est temps de passer à la phase suivante. Déposer la plainte. » J'en ai fini d'attendre. La pluie battait les rues de la ville le matin où expirait le délai de 60 jours.
Je me trouvais dans la salle de conférence de Ricardo, regardant l'eau ruisseler sur les vitres, tandis qu'il étalait la demande judiciaire sur la table. Tribunal de circuit du comté. Type d'affaires. Recouvrement de créances. Montant. 86 400 $. Ils avaient jusqu'à minuit hier soir, dit Ricardo. Ils n'ont pas payé. Ils ne pouvaient pas. Mon assistant juridique l'a déposé électroniquement à 9 h ce matin. Il toucha le document. C'est officiel maintenant. Numéro de dossier 25-CB-04892. Le procès est programmé pour la mi-avril, mais réalistement, on cherche des discussions de règlement avant ça. Et s'ils ne se mettent pas d'accord? Alors on va en procès et on gagne. De toute façon, vous récupérerez votre argent. La question est, combien d'honoraires légaux supplémentaires veulent-ils accumuler en combattant l'inévitable? J'acquiesçai une fois, sauvegardai le PDF qu'il m'avait envoyé par courriel et rentrai chez moi sous la pluie. 3 jours plus tard, mon téléphone sonna avec un numéro que je reconnus. Le service principal de ma banque. Monsieur Hector, je suis Marcela Romero des services bancaires privilégiés. Je vous appelle par courtoisie. Vous êtes notre client depuis 26 ans. Nous avons reçu une demande de 2e hypothèque sur une propriété où vous figurez comme le payeur de l'hypothèque principale. J'écoutais attentivement. La demande a été refusée, mais je souhaitais vous en informer au cas où un vol d'identité serait en cause. Il n'y a pas de vol d'identité, Marcella, juste de la désespération. Quels étaient les détails? Monsieur Hiss voulait emprunter 90 000 $ contre la propriété, vraisemblablement pour vous rembourser et couvrir les frais. Mais son ratio dette sur revenu est revenu à 68%, bien au-dessus de notre seuil d'octroi. Entre son hypothèque actuelle, les prêts automobiles et les cartes de crédit, il est déjà surendetté. J'apprécie l'appel de courtoisie. Après avoir raccroché, je pris des notes de mon écriture précise. Date, heure, nom de Marcella, la tentative ratée d'Armando. La documentation compte. Les traces papier protègent la vérité contre toute réécriture. La première audience arriva avec l'efficacité bureaucratique attendue. Ricardo la géra seul. Je n'avais pas besoin d'y assister encore. Il m'appela ensuite depuis les marches du palais de justice. La juge affectée à l'affaire, Laetitia. Elle est équitable. 0 tolérance pour les effets de manche. Elle n'a rien réglé aujourd'hui, mais a ordonné des paiements provisoires en attendant le procès. 2 000 $ mensuels, à partir du 1er mars. Je calculai immédiatement, leur hypothèque en plus. Cela signifiait que plus de la moitié de leurs revenus disparaissait avant même qu'ils achètent des courses. Bien, dis-je. Une pause. Hector, tu as l'air presque satisfait. Je suis satisfait que les conséquences se produisent. Ce soir-là, je sortis ma calculatrice et analysai leur budget. 9 083 $ de revenus mensuels, moins 2 400 d'hypothèque, moins 2 000 de paiements ordonnés par la Cour. Il restait 4 683 $. Je pensais au remboursement de voiture, à l'assurance, aux charges, à la nourriture, à l'essence. Les chiffres ne fonctionnaient pas. Ils devraient emprunter ou vendre quelque chose. La pression opérait exactement comme prévu. Gaël me rendit visite début mars, apparemment pour rapporter des outils qu'il avait empruntés, mais son vrai propos était évident à ses épaules voûtées. Il s'effondre, grand-père, des cris tous les soirs. Maman a découvert que papa faisait des paris en ligne. Il a perdu environ 5 000 $ l'an dernier. C'est pour ça qu'il n'avait jamais d'économie, même avec toi qui payais l'hypothèque. Une autre pièce s'emboîtant. Merci de me le dire. Gaël me regarda fixement. Tu le regrettes parfois d'être allé aussi loin? Tous les jours. Mais le regret ne signifie pas que j'ai tort. Il absorba cela. Grand-père, je sais que tu as tes raisons, mais il souffre vraiment. Maman fait des doubles journées. Papa a emprunté à tout le monde. Tu ne peux pas simplement trouver un accord? Je le regardais dans les yeux. Gaël, je t'ai dit ce que j'ai entendu ce Noël. Les mots exacts de ton père. Il secoua la tête. Je lui rapportai le toast. Mot pour mot. Le visage de Gaël pâlit. Je ne savais pas que c'était aussi grave. Moi non plus. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour ne pas le savoir.
Durant les semaines suivantes, les rapports de Gaël dressèrent le tableau d'une déliquescence prévisible. Armando empruntant 3 000 $ à son patron, 2 000 à son frère, 1 500 à un collègue. Valéria effectuant des heures supplémentaires, rentrant épuisée chez elle, découvrant des factures qu'Armando avait cachées. Les disputes sur l'argent devenaient des disputes sur tout, sa consommation d'alcool, ses dépenses, sa famille, son père. Je démarrais un document intitulé « Chronologie Mars », où je notais chaque développement. Non pas parce que je prenais plaisir à leur souffrance, ce que je ne faisais pas vraiment, mais parce que j'avais besoin de savoir si la pression atteignait son objectif. Leur faire comprendre que les actes ont des conséquences. Lors de la visite suivante, Gaël paraissait encore plus inquiet. « Maman a crié à papa hier soir. Tu as perdu 5 000 $ au pari en ligne pendant que mon père payait notre hypothèque? Pas étonnant qu'il veuille son argent. » Papa lui a crié dessus en retour. « Ton père est celui qui nous détruit. Il pourrait pardonner ça, mais il choisit de ne pas le faire. » Et maman a dit... Il s'interrompit. Elle a dit « Peut-être qu'on le mérite. » Je restai un long moment avec cette phrase. « Peut-être qu'on le mérite. » Le premier signe de prise de conscience. Pas des excuses, mais une conscience. Ta mère a dit qu'elle mérite peut-être. C'est le plus près qu'elle soit venue de comprendre. Je n'essaie pas de les détruire, Gaël. J'essaie de leur apprendre que les gens ne sont pas des distributeurs automatiques qu'on peut railler tout en retirant de l'argent. La leçon est coûteuse. C'est parce que l'irrespect était coûteux. Gaël acquiesça lentement. Quand la leçon prend-elle fin? Quand ils l'auront apprise, ou quand le tribunal tranchera, selon ce qui arrive en premier. Après son départ, je me tins à ma fenêtre, regardant la nuit s'installer sur le quartier. Des lumières qui s'allumaient dans les maisons, des familles dînant, la vie ordinaire se poursuivant, tandis que la mienne était devenue cette étrange et méthodique quête de justice. Il restait 6 semaines avant le procès, 42 jours. Et on comptait. La sonnette retentit à 15h17, un mardi à la mi-mars. J'étais dans mon garage à fabriquer une étagère pour Gaël. Mesurer, couper, poncer. Il manquait exactement 1 mois au procès. Par Gaël, je savais que Valéria et Armando étaient en spirale. Plus de dettes, plus de disputes, plus de désespoir. Je posais mes outils, m'essuyais les mains et me dirigeais vers la porte principale. La voiture d'Armando était garée en biais dans mon allée, un pneu sur la pelouse. Il se tenait sur le porche. Épaules affaissées, yeux rouges, mal rasés, chemise froissée, mains tremblantes. J'ouvris la porte, mais ne l'invitai pas à entrer. Je restai sur le seuil, mon corps barrant l'entrée. « Tu crois vraiment que tu es juste ?» Sa voix se brisa. « Traîner ta propre fille en justice. Tu veux nous détruire pour 86 000 ? Tu as largement les moyens. Ça parle de contrôle, de punir Valéria. » Ce n'était plus l'homme sûr de lui qui portait un toast à ma disparition. C'était le désespoir avec un visage. « Je veux justice », dis-je doucement. « Tu as utilisé ma générosité pendant 3 ans. 86 400 $ pour être précis. Je payais ton hypothèque pendant que tu dépensais tes revenus ailleurs. Ensuite, tu as célébré mon absence. Tu espérais que je disparaisse pour toujours. À présent, tu fais face aux conséquences. Ce n'est pas une punition, c'est la cause et l'effet. Tu vas nous prendre notre maison, notre foyer, le même endroit où va tout le monde quand il ne peut plus payer ses dettes. Ce n'est plus mon problème. » Sa voix monta presque jusqu'au cri. « On va rendre ça public. On dira à tout le monde quel genre de père poursuit sa propre fille en justice. Tu seras le monstre dans cette histoire. Chaque journal, chaque chaîne de télé. On s'assurera que la ville sache exactement qui est Hector. » De l'autre côté de la rue, mon voisin s'était arrêté de décharger ses courses. Il observait. Je glissai lentement la main dans ma poche et sortis un petit dictaphone numérique Sony. Je le posai soigneusement sur la rambarde du porche entre nous. « Avant que tu fasses ça, laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce que tu crois qu'il se passe quand je montre aux journalistes les relevés bancaires ?» Quand je fais écouter ça, j'appuyais sur play sans attendre de réponse. L'audio était métallique mais clair. La voix d'Armando à travers une fenêtre. « Dieu merci, ce vieux n'est pas venu ce soir. Espérons qu'il ait disparu pour toujours. Alors enfin, on pourrait... »
Je l'arrêtai là. Le visage d'Armando se vida de toute couleur. Tu nous as enregistrés. C'est illégal. Cet État est un État à consentement unilatéral. J'étais présent lors de la conversation. Dans ta porte, puis sous ta fenêtre. Parfaitement légal. Et parfaitement accablant. Je ramassai le dictaphone, le fis tourner dans ma main. J'ai 4 minutes d'audio. Toi portant un toast à ma disparition. Valéria qui rit. Tes invités qui approuvent. Tout capturé clairement. C'est un piège ou... C'est une preuve. Alors vas-y, rends-le public. Parle-leur du père cruel. Moi, j'apporterai les relevés bancaires, le courriel où Valéria a promis de me rembourser. J'apporterai cet enregistrement. Voyons quelle histoire les gens voudront croire. Armando recula de la porte, les mains légèrement levées. Il se retourna, descendit mes marches d'un pas chancelant, monta dans sa voiture, s'y assit une dizaine de secondes avant de mettre le contact. Je regardais jusqu'à ce que sa voiture disparaisse au coin de la rue. Puis je repris le dictaphone, le glissai dans ma poche et regagnai le garage. L'étagère était aux 3/4 terminée. Je saisis le papier de verre et repris le rythme régulier. Certaines choses ne peuvent pas être précipitées. Une semaine plus tard, Gaël frappa à ma porte juste après le dîner, tenant d'un air embarrassé une enveloppe crème. « Maman m'a demandé de te la remettre. Je ne l'ai pas lue. Je ne le voulais pas. Je la pris. Mon nom dans l'écriture soignée de Valéria. Je suis désolé, grand-père. Je peux le voir. Je vais la lire. Tu lui pardonneras ? Je le regardais dans les yeux. Je lirai ce qu'elle a écrit. C'est tout ce que je peux promettre pour l'instant. Après le départ de Gaël, j'ouvris l'enveloppe sur le plan de travail de ma cuisine. 3 pages sur une papeterie élégante, du genre que Marina utilisait autrefois. Cher papa, je ne sais pas comment commencer cela. La lettre était soigneusement construite. Elle regrettait nos dîners du dimanche. Elle se souvenait de quand je lui avais appris à faire du vélo. Elle disait que sa mère aurait voulu qu'on se réconcilie. Elle reconnaissait des erreurs terribles. Elle promettait qu'elle était toujours ma fille, qu'elle m'aimait encore, qu'elle voulait une chance de réparer les choses. Elle mentionnait Marina 4 fois, notre enfance heureuse 3 fois, sa souffrance actuelle 2 fois, chaque référence soigneusement placée pour déclencher des émotions spécifiques. Elle ne mentionnait jamais le toast de Noël, n'admettait jamais ce qu'elle avait dit ni pourquoi tout avait été brisé. Je la lus une 2e fois en analysant le langage. Je sais que je t'ai blessé, sans préciser comment. J'aurais dû faire mieux, sans définir ce que cela signifiait. S'il te plaît, donne-moi une autre chance, sans expliquer ce qui serait différent. À la 3e lecture, je cherchais ce qui n'était pas dit. Aucune explication du rire, aucune reconnaissance de la moquerie, aucune compréhension de pourquoi célébrer mon absence avait été le point de rupture. Elle s'excusait d'avoir été prise, pas de ce qu'elle avait fait. Je pliai la lettre le long de ses plis d'origine, la glissai dans une enveloppe Kraft étiquetée « Juridique 5 » et la classai par ordre alphabétique. Je n'écrivis pas de réponse. Je n'appelais pas, je n'accusais pas réception. Le silence est aussi une forme de communication. Ce soir-là, je m'assis dans mon bureau à regarder le mur de photos de famille. Valéria a 3 ans, sourire édenté. Valéria a 16 ans, robe de bal. Valéria le jour de son mariage, mon bras enlacé au sien. Marina dans presque tous les cadres. Il restait 3 semaines avant le procès. La salle d'audience sentait le vieux bois et l'air recyclé. Je m'installai au 3e rang derrière la table de Ricardo, vêtu d'un costume bleu marine que Marina m'avait aidé à choisir il y a 15 ans. Il m'allait toujours bien. Valéria et Armando étaient assis à la table de la défense avec leur avocate, Laetitia Romero, engagée à tarif réduit après que leur premier avocat s'était révélé trop coûteux. Valéria continuait à se retourner. Je ne soutins pas son regard. Je me concentrai sur l'estrade du juge. La juge Laetitia entra. Une femme d'environ 65 ans aux cheveux argentés, sans patience pour les effets de manche. Elle consulta le dossier avant de lever les yeux. Il s'agit apparemment d'une affaire de recouvrement de créances. Le demandeur affirme que le défendeur lui doit 86 400 $. Les défendeurs soutiennent que les paiements étaient des dons sans obligation de remboursement. Maître Romero,
Vous pouvez commencer. Laetitia se leva, ajusta sa veste. Votre honneur, cette affaire représente un malentendu fondamental des relations familiales. Lorsque des parents aident leurs enfants adultes, ces paiements constituent des dons enracinés dans l'amour et l'obligation, non des prêts en attente de remboursement. Mes clients croyaient raisonnablement que le soutien de M. Hector relevait de la générosité parentale. La présentation de Ricardo fut méthodique. Il produisit le fil de courriel comme pièce à conviction. La juge lut l'offre initiale de décembre 2021 sur l'écran du tribunal. « Je t'aiderai avec l'hypothèque jusqu'à ce que tu sois financièrement stable. C'est un soutien temporaire. » Puis la réponse de Valeria. « Merci, papa. Nous te rembourserons dès que nous le pourrons. » Ricardo laissa cela reposer 10 secondes de silence. « Votre honneur, la défendresse a reconnu par écrit une obligation future de remboursement. Cela établit une intention de prêt, non de donation. » Les relevés bancaires furent produits comme pièce B. Ricardo mit en évidence les annotations sur chaque virement. Prêt familial, versement mensuel. Le demandeur a documenté chaque paiement comme un prêt au moment du virement. Il ne s'agit pas d'une requalification rétrospective, c'est une classification contemporaine. Combinée à la reconnaissance écrite par courriel de l'obligation de remboursement, la structure du prêt est indiscutable. La juge Laetitia regarda Laetitia Romero. « Maître, je lis le courriel de votre cliente de décembre 2021. Elle a écrit, je cite, « Nous te rembourserons dès que nous le pourrons. » Comment cela cadre-t-il avec votre argument selon lequel il s'agirait de dons inconditionnels? Votre honneur, c'est simplement une expression de gratitude, pas un engagement contraignant. C'est un engagement de payer, fait par écrit, suivant le cadrage explicite du demandeur du soutien comme temporaire. Je ne vois pas d'ambiguïté. J'observais Valeria en permanence. Elle était assise rigidement, les mains entrelacées sur la table. Quand Ricardo montra le fil de courriel, ses épaules s'affaissèrent visiblement. Elle se souvenait d'avoir écrit ces mots. Probablement sans y penser à l'époque, une formule de politesse automatique, le genre qu'on dit à ses parents. Elle n'avait jamais imaginé que ces mots seraient lus à voix haute dans une salle d'audience 4 ans plus tard, transformée en obligation légale. Le langage corporel d'Armando se dégrada au fil des preuves. Il avait entamé la séance bras croisés, nonchalant. Lorsque les relevés bancaires apparurent, il décroisa les bras et se pencha en avant. Quand le juge annonça le montant du paiement, il se prit la tête entre les mains. La juge Laetitia consulta ses notes, tapa quelque chose sur son ordinateur. « Je détermine que la prépondérance de la preuve établit une relation de prêt, non de donation. Le fil de courriel de décembre 2021 démontre une compréhension mutuelle d'un soutien temporaire assorti d'une obligation de remboursement. Les registres bancaires confirment la classification contemporaine en tant que prêt. La reconnaissance par la défendresse de l'intention de remboursement est explicite et écrite. » Elle marqua une pause. En conséquence, jugement est rendu en faveur du demandeur pour la somme de 86 400 $, majoré d'un intérêt annuel de 5%, remboursable sur 18 mois à raison de 5 186 $ mensuels, ou par la vente de la propriété avec satisfaction immédiate du jugement. Le marteau tomba. 90 minutes. C'était fini. Ricardo rassembla ses dossiers. Laetitia Romero parlait à voix basse avec Valeria et Armando, leur expliquant probablement les options post-jugement. Valeria pleurait silencieusement. Armando fixait la table. Je me levais, boutonnais ma veste et marchais vers la sortie. Je passais à environ 2 mètres de leur table. Valeria leva les yeux, ouvrant la bouche comme pour parler. Je continuais à avancer. Dehors, il commençait à pleuvoir. Temps typique d'avril. Je m'arrêtai sur les marches et vis Valeria et Armando sortir 30 secondes derrière moi, serrés sous l'auvent avec leur avocate. La voix d'Armando porta sous la pluie. « Ton père est un monstre. C'est ce qu'il voulait. Nous détruire complètement. 5 000 $ par mois. On ne peut même pas en payer la moitié. Il le sait. C'est de la cruauté déguisée en justice. » Je l'entendis clairement. Je ne me retournai pas. Monstre? Non. Les monstres attaquent les innocents. Je recouvre une dette auprès de gens qui ont célébré ma disparition. Tu m'as appelé ce vieux.
et tu espérais que je disparaisse pour toujours. Je ne suis pas un monstre. Je suis simplement quelqu'un qui a cessé d'accepter l'irrespect déguisé en famille. Il y a une différence. Ils l'apprendront au cours des 18 prochains mois. Je marchais vers ma voiture sans regarder en arrière, laissant la pluie tacher ma veste. Le premier paiement ordonné par la Cour arriva le 3 mai. 2 jours de retard, mais il arriva. Je consultais mon relevé bancaire ce matin-là et le notais dans ma feuille de calcul. 5 180 $. Ricardo m'avait averti de ce schéma. Le premier paiement, c'est la peur et l'argent emprunté. Ils trouveront les moyens. C'est le deuxième où la réalité s'installe. C'est là que vous verrez qui ils sont vraiment. Le 1er juin arriva et passa. Aucun paiement. Le 5 juin. Le 10 juin. À la mi-mois, je savais ce qui s'en venait. Ricardo appela le 15 juin. Ils sont en défaut de paiement. Conformément à l'ordonnance du tribunal, cela déclenche notre droit de demander la liquidation forcée. Je déposerai la pétition demain. Je m'y attendais. Ça va quand même forcer la vente de la maison. Tu es prêt pour ça? Je suis prêt depuis Noël. Les semaines suivantes apportèrent des nouvelles par fragments, principalement par Gaël. À chaque visite, il paraissait plus épuisé, pris entre des factions familiales en guerre, essayant de maintenir le contact avec les deux côtés, tout en regardant tout s'effondrer. Fin juin, Armando perdit son emploi. Il est arrivé en retard 3 fois en 1 semaine, rapporta Gaël. Il s'est disputé avec son supérieur à propos de la structure des commissions. Renvoyé sur le champ. Il fit une pause. Il fait maintenant des livraisons. Repas à domicile. Il gagne peut-être 30 000 $ par an au lieu de 65 000. J'absorbais cette information, la classais mentalement avec les autres données qui traçaient leur effondrement progressif. Papa s'effondre, grand-père. Appartement à peine meublé, fast-food à tous les repas. Maman ne va pas beaucoup mieux. Elle fait des doubles journées, rentre à la maison et reste là à fixer les murs. « Tu te sens mal pour eux, parfois ?» demanda Gaël à voix basse. « Tous les jours, dis-je honnêtement. Mais me sentir mal ne signifie pas que j'ai tort. Ils doivent comprendre que l'irrespect a un coût. C'est ce coût. » Début juillet, arriva la demande de divorce. Gaël me montra les documents. Valéria figurait comme demanderesse, citant des différences irréconciliables découlant d'une mauvaise gestion financière et d'une addiction aux jeux en ligne. Les demandes de division des actifs étaient presque comiques. Elle voulait la maison, actuellement en cours de saisie, les voitures en cours de saisie, les meubles valant moins que leurs dettes cumulées. Elle essaie de sauver quelque chose, observai-je. Gaël acquiesça gravement. Il ne reste plus rien à sauver. À la mi-juillet, Armando avait déménagé. La procédure de saisie de la maison s'accéléra. Valéria reçut une notification officielle. La propriété serait vendue aux enchères pour satisfaire la dette du jugement. Puis, un jeudi soir fin juillet, mon téléphone vibra tandis que j'arrosais mon jardin. Le message de Valéria apparut. « Papa, s'il te plaît, j'ai besoin de te voir. Je comprends maintenant ce que j'ai fait de mal. Je t'implore d'arrêter la saisie. Je n'ai nulle part où aller, s'il te plaît. » Je regardais le message pendant 1 minute entière. Je pourrais l'ignorer. Je devrais probablement l'ignorer. Mais quelque chose en moi avait besoin d'entendre ce qu'elle pensait avoir compris. J'avais besoin de savoir si 9 mois de conséquences lui avaient appris autre chose que la peur. Je lui répondis « Café populaire. Demain, 14 h. » Le lendemain, j'arrivais 10 minutes en avance. Je commandai un café noir. Je choisis une table près de la fenêtre. Intimité, mais visibilité. Je contrôlais l'environnement. Le positionnement compte dans toute confrontation. Valéria arriva amoindrie. Plus mince, des cheveux gris, elle ne s'était pas teint. Des vêtements de saison passée. Elle se mit à parler avant même de s'asseoir, les mots se bousculant. « Je sais que je t'ai déçu. Je sais que ce qu'on a dit à Noël était horrible. J'ai tout perdu. Mon mariage, ma maison, ma sécurité. Je n'ai pas été assez puni. Tu ne peux pas me pardonner maintenant. Je suis ta fille. » Je remuais mon café lentement. Je la laissai parler sans l'interrompre pendant 3 minutes complètes. Elle parcourut tous ses arguments. Elle était désolée. Elle avait appris la leçon. Elle souffrait. Je ne pouvais pas montrer de la miséricorde.
Je l'observais en permanence, cherchant des remords sincères plutôt qu'une contrition jouée. Je voyais surtout la peur et le désespoir. Les mots étaient justes, mais la compréhension n'y était pas. Quand elle s'arrêta enfin, je pris une gorgée de café avant de répondre. Je la fis attendre. « Tu crois que c'est une punition ?» dis-je finalement. « Ce n'en est pas une. Ce sont des conséquences. Et tu ne comprends toujours pas la différence. » « Mais si, je comprends. Je comprends le respect maintenant, la gratitude, tout. Arrête juste la saisie et je te le prouverai. » Je secouai lentement la tête. « Tu comprends ces concepts maintenant parce que tu es en train de perdre. Pas parce que tu les as genuinement intégrés. Ce n'est pas de la croissance, Valéria. C'est la peur déguisée en sagesse. Alors qu'est-ce qui te ferait t'arrêter ? Rien. La procédure légale est en marche. Les conséquences ne s'arrêtent pas parce qu'elles deviennent inconfortables. C'est le but des conséquences. » Je posai ma tasse avec soin. Je la regardais droit dans les yeux. « Tu m'as demandé ce que tu n'avais pas compris. Voilà, tu as appris le prix de la cupidité. Perdre ta maison, ton mariage, ta sécurité. Mais tu n'as pas appris la valeur du respect, de la gratitude ou de l'amour sincère. Ces choses-là ne peuvent pas être apprises à travers la seule perte. Elles doivent être choisies. Tu pleures parce que tu as perdu quelque chose, pas parce que tu comprends pourquoi tu l'as perdu. Voilà la différence fondamentale. » Je me levai, boutonnai ma veste. « Au revoir, Valéria. » Elle m'appela dans mon dos. « Papa, s'il te plaît, je t'en supplie. » Je continuai vers ma voiture, l'ouvris, m'installai au volant, mis le moteur en marche. Par la fenêtre du café, je vis Valéria toujours assise à la table, la tête entre les mains. Je ressentis quelque chose. Pas exactement de la pitié, pas exactement de la satisfaction. Simplement la reconnaissance que la leçon était en train d'être dispensée, même si elle n'était pas encore prête à l'apprendre. Je roulais sans regarder en arrière, laissant le café disparaître dans mon rétroviseur avec tout ce que cette conversation représentait. La maison fut vendue le 12 août pour 485 000 $. Je me trouvais dans le cabinet de Ricardo 3 jours plus tard, passant en revue les documents de règlement final sur son écran. La répartition fut clinique et précise. Remboursement de l'hypothèque, 390 800 $. Mon jugement avec intérêt, 92 940 $. Frais judiciaires, 8 500 $. Commission de l'agent immobilier, 9 100 $. Valéria recevrait les 56 550 $ restants. « Tout est en ordre, » dit Ricardo. « La dette est acquittée. Tu es entier à nouveau, financièrement parlant. » Je signai l'accusé de réception. Il fit glisser le chèque à travers le bureau. « Je n'ai jamais cessé d'être entier financièrement, » dis-je en pliant le chèque et en le glissant dans la poche de ma veste. « Ce n'était pas ça, l'enjeu. Je sais, mais légalement, on t'a rendu ce qu'on te devait en dollars. Émotionnellement, c'est ton territoire. » Je rentrais chez moi en pensant à ce mot. Résolution. 3 ans de paiement. 9 mois de procédure légale, réduit à un seul rectangle de papier qui reposait à présent contre ma poitrine. La justice n'est pas toujours satisfaisante, mais elle est nécessaire. Gaël se présenta à ma porte une semaine plus tard. Nous nous installâmes sur le porche arrière avec du thé glacé, le même porche où je m'étais assis le Noël passé avant que tout bascule. J'avais préparé l'espace au préalable, balayé les feuilles, nettoyé la table, sorti les bons verres de mon épouse. « Tu as atteint ton objectif ?» demanda Gaël, sans préambule. Je réfléchis sérieusement à la question. Je voulais qu'ils comprennent que les gens ne sont pas des ressources à exploiter et à jeter. Je voulais des conséquences pour l'irrespect et la manipulation. Je l'ai obtenu, en partie. Ils comprennent les conséquences. S'ils ont appris le respect, c'est à voir. Maman travaille 2 emplois maintenant. Papa s'est déclaré en faillite. Leur mariage s'est terminé. Ça valait le coup? La bataille juridique, la destruction familiale, tout ça? Le coût était élevé, j'en conviens. Mais l'alternative, accepter l'irrespect, les laisser croire que la cruauté n'a pas de conséquences, ce coût-là était plus élevé. Pas en argent, en dignité. Je lui expliquais ce qu'il ne savait pas encore. Il ne riait pas d'une blague. Il célébrait ma potentielle absence, espérant que je disparaisse pour qu'il puisse hériter sans l'inconvénient de mon existence continue.
Ce n'est pas de l'amour familial. C'est de la planification financière déguisée en relation. Gaël absorba cela. C'est dur. C'est honnête. Dur serait de prendre plaisir à leur souffrance. Je n'en prends pas. Mais je ne vais pas prétendre qu'elle a appris des leçons qu'elle n'a pas apprises. Une semaine plus tard, je me trouvais dans le cabinet d'un autre avocat, un spécialiste des successions. J'avais apporté une liste dactylographiée d'organisations caritatives soigneusement étudiées. Structure au service des personnes âgées isolées, programme de lutte contre la maltraitance des seniors, service de livraison de repas à domicile pour personnes âgées. 70% de mon patrimoine à ces organisations caritatives, dis-je. 20% à mon petit-fils Gaël, 10% à ma fille Valéria, à condition qu'elle complète un programme d'éducation financière et accomplisse 200 heures de bénévolat dans les 2 ans suivant mon décès. L'avocat leva les yeux de ses notes. « Vous êtes sûr des conditions ? » ?»« Tout à fait. Ce n'est pas un piège, c'est une option. L'éducation financière enseigne la valeur de l'argent. Le bénévolat enseigne la valeur des gens. Si elle apprend les deux, elle aura mérité l'héritage. Et si elle ne le fait pas, elle aura prouvé qu'elle n'a pas changé, et l'argent ira à des œuvres caritatives à la place. Son choix, entièrement. Je l'expliquai à Gaël lors du dîner ce soir-là. Il l'assimila en silence, puis il dit « Tu lui donnes quand même une chance, après tout ça. Je suis son père. Je peux imposer des conséquences sans abandonner l'espoir d'un changement. Les deux ne s'excluent pas mutuellement. Elle a détruit ma confiance. Elle n'a pas détruit ma capacité à reconnaître la possibilité d'une transformation. Ce soir-là, je m'assis sur mon porche tandis qu'Out touchait à sa fin. Le soleil se couchait sur les collines à l'ouest de la ville, peignant le ciel d'orange et de violet. Pour la première fois depuis la mort de Marina, je m'installai dans son fauteuil préféré. Je pris sa photo sur la table basse et étudiai son visage, figé pour toujours à 64 ans, souriant à l'objectif lors de nos dernières vacances ensemble. « Je l'ai fait », lui dis-je doucement. Notre fille avait besoin d'apprendre le respect, et je le lui ai enseigné de la seule façon qu'elle pouvait comprendre, à travers les conséquences. Tu aurais été plus douce, mais tu aurais compris pourquoi je ne pouvais pas l'être. Je reposai la photo avec délicatesse et regardai le soleil achever sa descente. Il y a 9 mois, je me tenais dans son embrasure de porte à les entendre souhaiter ma disparition. Ce soir, je suis assis sur mon porche, financièrement entier, légalement reconnu, personnellement intact. Je n'ai pas gagné. Les familles n'ont pas de gagnants dans des conflits comme celui-ci. Mais j'ai fait quelque chose de plus important. Je me suis refusé à être une victime. J'ai établi que le respect compte. J'ai enseigné les conséquences. S'ils les ont apprises, c'est désormais leur histoire. La mienne est terminée. Et je peux vivre avec la façon dont elle s'est terminée. Le ciel s'assombrit. Les étoiles commencèrent à apparaître. Quelque part dans le lointain, un chien aboya. Des sons ordinaires d'une nuit ordinaire. Je n'étais plus l'homme qui portait des cadeaux emballés jusqu'à une porte en cette nuit de Noël. Je n'étais plus l'imbécile qui payait les factures pendant qu'on se moquait de lui. Je n'attendais plus qu'une autre personne me confère ma valeur. J'étais simplement Hector. Architecte, retraité, veuf, père d'une fille qui apprenait encore. Grand-père d'un jeune homme qui comprenait la loyauté. Un homme qui connaissait la différence entre être respecté et être utilisé. Un homme qui avait réclamé sa dignité. Je me levais, ramassais les verres vides et rentrais. Le lendemain apporterait ses propres défis. Mais ce soir, pour la première fois en 9 mois, je ressentais quelque chose proche de la paix. Pas le bonheur, pas le triomphe, juste la satisfaction tranquille d'un homme qui était resté debout quand cela importait le plus. Justice restaurée, dignité recouvrée, équilibre retrouvé. C'est suffisant. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager vos impressions dans les commentaires. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur le cadre à gauche. Merci de regarder. Si vous aimez ce genre d'histoire, vous trouverez via le lien de nouveaux épisodes en avant-première, des versions longues et des contenus sans coupure.